Je suis ravie d'animer ce plateau de qualité sur un sujet, bien sûr, qui nous intéresse énormément. Je le dis d'autant plus que nous avons eu quelques échanges préalables pour préparer cette rencontre aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire que chacune avec son point de vue. Alors, Christian était le digne représentant de la jante masculine cet après-midi. Il n'est malheureusement pas avec nous. J'aurai l'occasion quand même, parce que Clésia est un assureur qui, à la fois en complément, qui s'occupe des salariés, des entreprises, des retraités, mais également des branches professionnelles. Et c'est vrai que la question et la place des branches professionnelles va aussi nous occuper dans ces réflexions. Alors, Astrid Panosyan-Bouvet, qui est députée de Paris, Renaissance, membre de la commission sociale. Je voudrais juste me permettre de les présenter un petit peu plus longtemps pour rappeler l'intérêt de vous avoir à nos côtés cet après-midi. Vous êtes tout particulièrement attentive au dialogue avec les organisations syndicales, nous le savons. Et je pense qu'il est important de rappeler que vous avez mis en place un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale sur la question des mutations du travail. Et nous évoquerons bien sûr avec Astrid les sujets de pénibilité, les sujets aussi de la question des bas salaires, de la prévoyance, tous ces sujets sur lesquels vous vous mobilisez tout particulièrement. Audrey Dervelois, présidente de Sanofi France, 20 000 salariés, 11 000 dans les usines. Vous avez co-présidé avec Boris Cyrulnik également le cercle de Giverny sur les sujets santé en entreprise, quel nouveau modèle, voilà, sur lesquels j'ai eu l'occasion en plus de participer à vos côtés, et extrêmement intéressant, notamment pour être sur les bonnes pratiques aussi en matière de prévention. Florence Tondumélic, qui a rejoint qui a pris la DG de Willis Towers Watson depuis mai 2023 en France et Luxembourg, qui était avant à Zurich, qui pilotait ses activités. Willis Towers Watson, conseil, courtier, les risques, c'est votre quotidien aussi également, avec beaucoup d'équipes, ou pour lesquelles les équipes travaillent à la fois en entreprise, mais aussi dans les collectivités, sur tous les sujets d'enjeux de capital humain. Et je voulais, pour finir ce tour de table, au-delà de Christian, que je ne présenterai pas, mais que j'ai eu l'occasion d'évoquer, je voulais juste dresser un peu quelques éléments qui, je pense, vont nous occuper. Nous l'avons vu d'ailleurs dans l'intervention juste avant. Aujourd'hui, au-delà des salariés expérimentés en entreprise, nous savons grosso modo que, et moi-même j'ai fait une étude avec Jérôme Fourquier l'an dernier sur ce sujet-là, que 62% des salariés aujourd'hui pensent que leur travail a un impact négatif sur leur santé mentale. C'était 60% en 2022 et on voit bien que malheureusement, ce pourcentage augmente d'année en année. 52% ont le sentiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé physique. On voit quand même à quel point la question de la santé mentale, c'est depuis la crise du Covid, j'y reviens pas, l'intensification du travail, le sentiment de la charge de travail, le management à distance, toutes ces questions-là nous occupent aussi beaucoup. Mais dans la même étude, Jérôme montrait très bien qu'il y avait une attente extrêmement forte des salariés en matière de prévention. Or, nous le savons aussi, et je le dis, je prends ma part, j'ai été ministre du Travail, j'ai porté le plan santé au travail numéro 3 en 2015, qui justement voulait sortir de cette logique curative et mettre le paquet notamment sur la prévention et sur la promotion en santé. Il faut être lucide, quelques années après, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette politique de prévention soit suffisamment développée, mais le débat sur les retraites a en effet fait ressurgir avec beaucoup d'acuité la question de la soutenabilité du travail, où beaucoup se sont demandé mais comment on fait pour réussir à garder les salariés jusqu'à 64 ans quand on connaît aujourd'hui les difficultés. Et je voudrais juste attirer votre attention sur une très belle étude qui est faite par France Stratégie en avril 2013, qui montrait que 30% des départs de fin de carrière ne relèvent pas d'un passage immédiat de l'emploi vers la retraite, mais c'est ce qu'on appelle des sorties précoces, et que ces sorties précoces, donc hors retraite et hors pré-retraite, le sont
pour beaucoup pour des questions de santé. Pas seulement chômage, inactivité, mais majoritairement la santé. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'il cible à peu près 15 métiers qui sont les plus exposés. Et ces métiers, on va y venir, sont souvent d'ailleurs ceux sur lesquels on a des difficultés de recrutement ou des tensions au recrutement. Et donc ma première question va s'adresser à Florence, puisque vous avez l'habitude de connaître beaucoup de terrains de jeu, beaucoup d'entreprises, des collectivités. Quel est l'intérêt à agir en matière de prévention? Je vais le dire de façon un peu brutale, mais justement, comment vous arrivez à convaincre d'engager des actions de prévention dans les entreprises? Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour rappeler qui nous sommes, WTW, Willis Towers Watson, on est un des leaders en matière d'assurance de la personne et de conseil en capital humain. Et donc, on déploie toutes nos expertises sur les thèmes, Myriam, que tu évoques aujourd'hui, que ce soit les études de rémunération, le conseil en matière d'expérience employée, la prévoyance, les complémentaires santé, la prévention qui était évoquée. Et donc, à ce titre, nous, quelque part, notre métier, c'est de faire le lien entre Christian, les assureurs, et Audrey, les entreprises sur tous ces thèmes-là. On a à peu près 25 000 entreprises clientes en France, donc on est vraiment très auprès dans les territoires des petites jusqu'aux grandes entreprises et on accompagne 3 500 collectivités locales. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nos clients sont confrontés à la surface à 3 types de problématiques. Une problématique d'attraction, une problématique de rétention, une problématique de rétention des talents dans un contexte de pénurie qui est largement commenté dans l'actualité. Mais le point plus fondamental, à notre sens, c'est celui d'une lame de fond démographique, parce qu'on est confronté à une véritable transition démographique où l'on sait que demain, la population active va décroître. Le MEDEF avance un chiffre de 3,9 millions de besoins à horizon 2050. Et donc cela, pour moi, met aussi en perspective toutes ces réformes aujourd'hui de la retraite, de l'assurance chômage, pour donner accès à des viviers élargis, pour permettre aussi une allongée de la durée de travail. Mais tout cela, évidemment, ça fonctionne sous une condition qui est le maintien des conditions d'emploi, que les salariés ne soient pas usés, ne soient pas désengagés, ne soient pas sortis, et tu l'évoquais, prématurément en fait de la sphère du travail. Et donc nous, on a l'avantage, au travers de ce métier de conseil, d'avoir une vision globale, puisqu'on a une base de données où on suit 32 millions de collaborateurs à travers le monde, dans 40 secteurs, 11 000 entreprises, et ce qui nous permet d'avoir véritablement cette science de la donnée, d'effectuer des enquêtes sur mesure pour le compte de nos clients, mais aussi des baromètres, des études transverses sur le bien-être en entreprise et sur l'absentéisme, que ce soit l'absentéisme dans le secteur privé et public. Et ce que l'on voit, qui est extrêmement frappant et qui est récent, c'est une dégradation majeure d'un des marqueurs pour moi de cette usure que tu évoquais, c'est l'absentéisme. On a un absentéisme en France qui a cru de 35% depuis 2019 à 5,3%. Il a cru de 9% dans le privé l'année dernière. Et aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie, il n'y a pas un secteur qui n'est épargné. Sur les 20-29 ans, plus 15%. Sur les 30-39 ans, plus 17%. Sur les cadres et professions intermédiaires, plus 14%. Des secteurs jusqu'à présent qui étaient les bons élèves, la finance, l'assurance, les sociétés dans les technologies, les services professionnels sont désormais eux aussi touchés par un facteur d'augmentation du nombre d'arrêts individuels. On voit que les arrêts individuels progressent énormément, sont passés de 42% par rapport à 34% l'année précédente. Et puis, on voit aussi qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés, que ça se traduit dans des taux de départ très élevés, 32% dans la restauration, 26% dans la santé. Donc, il y a une véritable urgence, en fait, à adresser ce sujet-là, à la fois d'un point de vue de bien-être, mais d'un point de vue aussi économique pour les entreprises, puisque ça crée une dérive sur les programmes de santé et de prévoyance, et puis ça a un tas d'incidences sur la production, le climat social, le chiffre d'affaires, et la surcharge pour les autres collaborateurs.
un point d'absentéisme entre 1 à 2 points de masse salariale. Donc on imagine bien en effet la réalité de ce phénomène. Mais justement, quelle approche et méthode vous pouvez préconiser? Une fois que vous avez posé le diagnostic, comment derrière vous arrivez à déployer une stratégie finalement de santé au travail? Alors, quand on regarde les causes en fait de l'absentéisme, on a réalisé une étude, alors là qui est particulière sur le secteur public, mais on voit que la première cause d'absentéisme, c'est effectivement pour 60% l'usure en fait professionnelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce que l'on voit, c'est que les entreprises s'emparent du sujet, puisque dans une étude que nous avons menée en France sur le bien-être au travail, 93% d'entre elles disent que c'est leur priorité numéro 1 que le bien-être émotionnel de leurs salariés, 86% le bien-être physique, et qu'ils mettent en haut de leurs préoccupations tout ce qui est stress, usure professionnelle et santé mentale. Alors nous, on accompagne les entreprises par rapport à cette problématique, qui est une problématique complexe parce que c'est une problématique qui est diffuse, qui est multiple et qui nécessite en fait une approche systémique. Et donc, on a l'habitude, on travaille, mais il y a vraiment une approche sur mesure, que ce soit sur le public ou dans le privé, selon le type de secteur, du transport à la grande distribution. Et on va déployer différents types d'expertise, des ergonomes, des psychologues du travail, des experts en santé mentale ou en sécurité. Mais à chaque fois, le tronc commun qui, bien sûr, est adapté de façon spécifique aux problématiques du secteur et de l'entreprise, comprend 4 approches. Une première approche qui est mesurée, parce qu'il faut partir de la data, il faut partir d'une base scientifique, quantitative, projective aussi avec une analyse dynamique. Il faut comprendre, c'est-à-dire aller à la cause profonde, et ça suppose en plus de la data d'interviewer un certain nombre d'experts dans l'entreprise pour avoir la vision sur le corps social, l'ensemble du corps social. La troisième chose, c'est de définir des solutions. Et là, nous, on prône une approche de co-construction avec des experts externes et internes qui associent bien évidemment les ressources humaines, mais aussi les partenaires sociaux dans des démarches de focus group. Et puis, enfin, définir des plans d'action qui doivent être à long terme, projectifs, cohérents, mesurés avec la même rigueur que l'on ferait pour un plan stratégique ou économique. Et ensuite, après, eh bien, déployer les actions, mais en mettant en branle tout l'écosystème. Et ce n'est pas qu'à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi tous les prestataires auxquels on peut avoir accès au travers des contrats de santé et tous ces experts qui font partie en fait de l'écosystème indirect. Merci beaucoup. Audrey, excusez-moi. On sait bien que au sein de Sanofi, il y a beaucoup de très belles pratiques. Je sais que vous avez cette habitude aussi sur les baromètres sociaux maintenant depuis de très nombreuses années, et que derrière, vous mettez beaucoup de plans d'action. Comment vous définiriez-vous la politique de prévention en santé que vous avez mis en place au sein de Sanofi ? Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et comme tu l'as mentionné, on a déjà eu l'occasion de discuter sur ces sujets qui sont non seulement importants, bien évidemment pour une entreprise qui travaille dans la santé, mais je pense que c'est un sujet sociétal où de toute façon, je pense qu'il faut tous qu'on réfléchisse sur ces sujets-là. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une chose qui a été mentionnée, c'est on a donc 20 000 collaborateurs en France, 11 000 dans les usines, on a 4 000 personnes qui travaillent en R&D, on a des sites tertiaires. Donc en fait, on a des spécificités. Est-ce qu'on va avoir une approche ultra personnalisée pour tout le monde ? Non, c'est pas possible. Je pense qu'il faut être juste réaliste. Donc en fait, on a une approche qui est, on a une cohérence d'entreprise française, mais pas que, puisqu'on est présent dans le monde. Donc en fait, c'est un sujet qu'on prend au niveau mondial et on s'en dit, on monte un programme sur ces sujets de la prévention au niveau mondial. Donc on a un programme qui s'appelle All Well, qui est basé sur 4 piliers et donc on décline en fait cette cohérence dans tous nos pays. Et après, évidemment, chaque pays va avoir des spécificités. Mais je pense que c'est important d'avoir une cohérence d'entreprise et de ne pas faire du sur-mesure systématiquement, mais déjà d'avoir cette cohérence. Donc, on a 4 piliers. Pas de grande surprise, en tout cas, sur le pilier 1, santé physique, ça c'est important. La santé mentale, ça a été rappelé. C'est peut-être un sujet qui monte plus, mais donc il fait bien évidemment partie de ces 4 piliers. Un troisième qui est autour de la culture.
c'est important d'avoir une culture qui est respectueuse, qui est solidaire. Donc ça, c'est important aussi, ce volet culture d'entreprise, vraiment une culture qui est inclusive sur ces sujets et à tous les niveaux de l'entreprise et dans toutes les divisions. Donc le pilier 3 est sur la culture. Et le 4e, il est peut-être un peu moins présent, ou en tout cas en France, on avait moins l'habitude de le prendre, c'est comment on aide, quel que soit l'âge en fait, des collaborateurs, à gérer l'aspect financier. Et du coup, on travaille sur comment on accompagne les collaborateurs, quel que soit leur âge, au cours finalement de leur développement dans l'entreprise, à gérer cet aspect financier. Il ne faut pas de tabou, faut vraiment, et en tout cas en France, nous on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre là-dessus. Donc, une fois qu'on a posé ces 4 piliers qui sont présents dans l'entreprise, on les décline et on veut que ça soit pratico-pratique, parce que ce n'est pas des jolis slides et des beaux messages, il faut vraiment que ça résonne pour les collaborateurs. Donc, il faut que ça soit aussi incarné, je pense, par un certain nombre de managers et de dirigeants de l'entreprise. Sur la santé mentale. C'est vrai que c'est un aspect qui est peut-être un petit peu plus dur à appréhender parce qu'on n'avait peut-être pas les datas. Maintenant, on a quand même beaucoup de baromètres. Et nous, c'est important en fait, d'avoir ces baromètres parce que non seulement ces baromètres, ils nous donnent des tendances, mais aussi ils nous aident concrètement à construire les plans d'action. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde les chiffres d'adhésion à ces baromètres en termes de prévention des risques psychosociaux, etc., en 2021, on était à peu près à 50% de participation sur ces enquêtes. Donc on peut se dire, bon, c'est déjà pas si mal, on a un collaborateur sur 2 qui prend le temps de remplir. En 2 ans, donc en 2023, on est quasiment à 70%. Donc je pense que ça montre, en fait, en 2 ans, on a gagné plus de 20 points en fait, sur la participation à ces enquêtes. Et je pense que ça montre à quel point les collaborateurs ont envie de participer à ces sujets-là et d'être impliqués. Ça a été dit, la co-construction, c'est bien évidemment avec les organisations syndicales, mais c'est aussi avec tous les collaborateurs. Donc je pense qu'il y a un point qui est très important sur essayons d'embarquer aussi nos collaborateurs sur ces sujets de la promotion de la qualité de vie, de la santé mentale, et donc les baromètres, c'est un outil important. La santé physique, alors bien évidemment, il y a plein de choses à faire et on peut se demander comment on le fait finalement dans une entreprise parce qu'on ne va pas dire allez hop, on va tous le matin se faire les 30 minutes recommandées de sport. Après, il y a quand même concrètement des choses qui peuvent être faites pour encourager à l'activité physique. Et je dis bien le mot activité physique. On a tous conscience, on n'est pas tous des sportifs de haut niveau, même si c'est l'année olympique. Je pense qu'il faut rendre finalement des petits gestes du quotidien. Les escaliers, voilà. Donc, dans nos nouveaux bâtiments avenue de la Grande Armée, on a des escaliers qui ont été, par exemple, redécorés. Enfin, voilà, c'est des escaliers tout moches, tout gris. Ça ne donne pas envie. Des escaliers colorés, ça donne envie. En fait, il y a plein de petites astuces. Et on s'est amusé au début en disant ouais, c'est encore gadget. Non, ça marche. Et c'est un médecin du travail qui me l'a dit. Donc, je répète juste ces mots. Économie d'énergie sur les et ben, voilà, ça fait tout en même temps. Il y a aussi, je l'ai vu quand je vais sur les sites, des sites qui n'attendent pas qu'on ait des grandes idées qui viennent du siège. Ils ont mis des séances d'échauffement, notamment sur ligne de prod, où ils se font des 10 minutes d'échauffement. Ils le font ensemble. En plus, je l'ai fait un jour avec eux, c'est assez sympa. Donc voilà, de se dire comment on essaie de faire des petites choses pratiques, mais en fait, on met une routine en place. Oui, et puis après, il faut aussi que ça soit un projet d'entreprise. Alors, donc quand il y a des grands projets, et on sait, 2024, il y a un son. D'accord, tu l'as pas eu de la journée? Ah, tu l'as eu ce matin. Alors écoute, moi j'ai essayé de l'appeler tout à l'heure et elle répondait pas non plus, mais je me suis dit qu'elle était peut-être au téléphone avec quelqu'un. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire. Donc, nous avons une autre conversation. D'accord, ok. Alors, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent à distance, alors... Bon, Sybille, on va poursuivre, je t'en prie. Donc, alors, j'étais sur la santé physique et une autre action où c'est plutôt au niveau de la direction, c'est de se dire quand il y a des grands enjeux nationaux type les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les Jeux Paralympiques, c'est de dire comment on montre concrètement qu'on s'engage. Et donc, on est effectivement Sanofi, partenaire des Jeux. Et donc, ça nous permet de décliner au travers de cet événement mondial un certain nombre d'activités. Donc, on a lancé énormément de challenges sportifs sur chaque site. Et c'est les sites, encore une fois, qui co-construisent leur propre événement. Donc, ça, c'est vraiment, essayons d'être concrets, des petites choses, mais aussi des grands projets d'envergure. Et puis, le dernier point,
je le soulignais, c'est sur un aspect culturel, mais aussi financier. Et je vais prendre l'exemple du cancer, parce que malheureusement, ça touche beaucoup de monde. C'est vrai qu'on est très impliqué sur ces sujets-là, comme beaucoup d'entreprises, mais de se dire comment on fait, parce qu'on sait qu'on a forcément des collaborateurs qui sont impliqués personnellement, eux en tant que malades, mais aussi en tant que managers, parce qu'ils ont des personnes de leur équipe qui sont touchées. Donc on s'est rendu compte, grâce à une collaboratrice qui est ultra engagée sur ces sujets-là, et on a énormément appris grâce à elle, c'est de mettre en place un programme où en fait on forme nos propres salariés à savoir gérer ces situations-là. Et donc, comme on est présent dans 9 régions, c'était de se dire, sur l'ensemble de nos sites, est-ce qu'on peut avoir des antennes où en fait on a des cellules, on va dire, d'écoute, où les personnes peuvent partager leur expérience, poser leurs questions. Et du coup, on se dit, on remet du lien, on crée ces cellules. Et est venu justement un sujet lors de ces discussions dans ces antennes, qui était la rémunération. Et il n'y a vraiment pas de tabou à avoir sur ces sujets-là, parce que c'est la double peine. Hein, et on sait que les peines, elles s'accumulent sur ce sujet. Et du coup, de se dire, mais comment on les accompagne, ces collaborateurs? Parce que la double peine du problème de la rémunération, quand en plus on a déjà la maladie à gérer. Et un des items était la rémunération sécurisée pendant 12 mois. Et donc, ce sujet revenait régulièrement, on en rediscutait, etc. Et donc, on s'est dit, oui, il faut être cohérent. Et donc, on est en tout cas fiers d'avoir, grâce à ces personnes qui nous ont remonté effectivement ce point très précis de se dire que voilà, Sanofi, au 1er janvier, a sécurisé pour ses collaborateurs la garantie de la rémunération sur 12 mois. Donc voilà, on essaye aussi d'apprendre des situations pratiques. On apprend au fil de l'eau, mais c'est vrai que cette initiative de Cancer et Travail, avec ces antennistes, nous permet, voilà, c'est des petits pas. On est loin d'être parfait, mais c'est vrai que quand on regarde les piliers, finalement, on arrive à progresser sur un certain nombre d'items. Voilà, c'est quelques exemples qu'on fait au quotidien. D'autant plus, et je le dis parce que sur tous les travaux qu'il y a autour de Cancer et Travail, pouvoir embarquer aussi les managers, embarquer les collègues, les situations d'aidants dont vous avez parlé aussi ce matin ici dans cette salle. Donc voilà, je pense que cette approche très écosystème est extrêmement importante et c'est des belles pratiques à développer. Alors Madame la députée, vous avez porté... Il y a eu beaucoup de lois, on va dire, qui ont essayé d'aborder ces questions-là, de lois ou de négociations, loi santé au travail sur le premier quinquennat, là aujourd'hui la loi sur les retraites et notamment le fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle. On a encore beaucoup de débats sur la question de la pénibilité. Et vous êtes quelqu'un qui avait à cœur d'être dans le dialogue social, donc on sait que la question des branches professionnelles est un élément important, que ce soit sur la politique de prévention ou que ce soit sur la question des accords seniors et de la pénibilité. Aujourd'hui, et je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand je parlais de l'étude de France Stratégie sur les sorties précoces, sur la pénibilité, comment on la mesure ? Je pense que je sais que vous travaillez sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de cette mesure? J'ai plein de questions. Comment on la mesure? Qu'est-ce qu'on fait de cette mesure? Et quel accompagnement? Il marche. Bonjour à tous. Merci Sybille encore pour l'organisation de cette conférence de haute qualité. Voilà, on apprend beaucoup et en tant que décideur à la fois d'entreprise et décideur politique, on a besoin de ces moments pour se confronter à la réalité et aux bonnes pratiques. Et je voulais vraiment saluer votre initiative, Audrey, en ce qui concerne le cancer au travail, parce que je les ai rencontrées, ces femmes qui étaient en rémission et qui ont lancé vraiment cette initiative spontanément et qui ont été ensuite suivies par la direction de l'entreprise, par le management. Et c'est vraiment aussi ce genre de pratiques qui doivent essaimer. Je vais répondre précisément à votre question, chère Myriam, mais en partant peut-être, en rappelant peut-être que le postulat fondamental qu'on a en politique publique en matière de retraite, c'est que les gens peuvent choisir de reporter leur âge de départ à la retraite. Parce que effectivement, en moyenne, l'espérance de vie augmente, et l'espérance de vie en bonne santé augmente parce qu'il y a plus de substitutions technologiques qui évitent les métiers pénibles, mais on est en moyenne.
Et l'étude que vous avez rappelée, qui date d'avril 2023, montre qu'il y a d'énormes disparités en fonction des métiers. Et si effectivement cette étude montre que aujourd'hui, 30% des seniors entre 51 et 59 ans quittent le marché de l'emploi en étant ni en emploi ni en retraite. Donc l'équivalent pour les seniors du ni en emploi ni en formation pour nos jeunes, avec ce double handicap d'ailleurs que la France cumule. Eh bien, 10% en moyenne au global des Français entre 51 et 59 ans quittent le marché de l'emploi pour des questions précisément de santé. Et ce 10% en moyenne, il passe à 35% pour les ouvriers non qualifiés, 25% pour les aides à domicile, 18% pour les aides-soignants. Et donc je vous invite vraiment, à la fois décideurs privés et décideurs publics, à regarder cette étude de France Stratégie qui date d'avril 2023 et qui passe vraiment au laser cet effet de la santé par métier, parce que les disparités par métier sont là. Et c'est un sujet qui doit nous engager, à la fois par le gâchis des vies humaines, par le gâchis économique. Les études de la chaire de Jean-Hervé Lorenzi montrent combien on pourrait gagner en termes de contribution, de recettes, à la fois en termes de capacité productive, mais également contributive sur le plan macroéconomique en nous rapprochant de nos pairs européens. Et puis, c'est aussi, maintenant, il faut aussi le voir sous l'angle politique. On est à 40 mois d'une échéance présidentielle de 2027 et de partis politiques, notamment un, qui se nourrit profondément du ressentiment et du sentiment de déclassement des classes moyennes. Et des gens qui ont pu travailler toute leur vie durement sur des métiers pénibles et qui se voient obligés de quitter pour des raisons de santé et en cumulant d'abord RSA pour ensuite chômage, puis ensuite RSA pour pouvoir ensuite arriver à une petite retraite. C'est la clé du ressentiment. Et donc, pour des raisons économique, business, mais également éminemment politique et démocratique, c'est un sujet qui doit nous intéresser. La réforme de 2023, la réforme de les retraites, a commencé pour la première fois, je pense, à faire plus le lien entre retraite et travail. D'abord sur la question des pénibilités. Je regrette que le compte pénibilité aujourd'hui soit celui de la pénibilité du monde industriel, et on le voit d'ailleurs, 75% des titulaires du compte pénibilité viennent du monde industriel, alors que les gens qui travaillent dans le monde industriel ne représentent que 10% de la population active, mais on travaille plus, on prend en compte mieux les polyexpositions. Il y a ce fonds, effectivement, où on va enfin d'une logique de réparation plus vers une logique de prévention. Il y a également, ça c'est très très important, pour des métiers qui seraient présumés pénibles, la mise en place d'une visite à 45 ans, pour pouvoir permettre ensuite à 61 ans à cette personne de déterminer si elle peut partir en retraite précoce à taux plein. Mais là, on voit qu'on est encore dans une logique un peu de réparation et de compensation. Moi, je tire à la fois des mieux-disants européens, également d'études américaines qui vont beaucoup plus peut-être dans la granularité que nous dans les effets métier par métier. Je pense que c'est la première fois qu'on a cette étude France Stratégie métier par métier et qui devrait aussi éclairer le débat public. Moi, je tire quand même trois postulats importants. D'abord, c'est que travailler plus longtemps commence bien plus tôt qu'on ne le croit. Et qu'il faut commencer quand on est jeune à penser à comment travailler plus longtemps. Et donc cet âge de 45 ans, de check-up finalement de 45 ans, et je sais qu'Alexandre Viros, qui a quitté Adecco depuis, mais le milite aussi là-dessus, qu'on envisage pour les métiers dits pénibles, doit être quelque chose qui doit être généralisé. C'est-à-dire que c'est un entretien 360, à la fois sur les questions de formation professionnelle. On sait que les entreprises investissent 2 fois moins sur la formation professionnelle des plus de 55 ans que des plus jeunes, mais également des compétences physiques et de l'aménagement des postes de travail. Le deuxième postulat, le deuxième enseignement, c'est que
emploi et retraite, politique de l'emploi et retraite sont les deux faces d'une même pièce. Et que trop longtemps, nous avons des politiques publiques, et là je le prends, même si ça fait que depuis 1 an et demi que je suis élue, mais je le prends pour moi et je prends toute la responsabilité, on a voulu trop cloisonner. Et le politique du travail, et santé au travail et réforme des retraites. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller plus en avant, et pourquoi pas travailler sur, vous savez, on a une quantité de comptes, le compte pénibilité, le compte formation, là on travaille, les partenaires sociaux vont faire des propositions sur le compte emploi temps. Je pense qu'il faudrait travailler à une fusion en fait de ces comptes pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur les outils à disposition et pouvoir mieux les mobiliser en deuxième partie de carrière. Et je pense enfin, et dernier point, ça c'est vraiment que soutenabilité et attractivité des métiers sont extrêmement liés. C'est ce que tu disais, Myriam, ici, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre ces métiers où on part plutôt pour des questions de santé et la difficulté de recrutement. Et ces 15 métiers pénibles, c'est pas anecdotique. Ça représente 1/3 aujourd'hui des seniors au travail. Donc on parle de quelque chose de considérable. Et donc il va falloir aussi travailler sur l'attractivité de ces métiers. Je pense qu'il faut imaginer qu'au bout d'une durée d'exposition dans ces métiers, qui peut varier selon les métiers, eh bien il faut envisager à 35, 40 ans, parce que c'est souvent des métiers où on commence tôt, un droit à la reconversion, parce que ça devient irraisonnable pour les corps de pouvoir poursuivre sans aménagement du poste de travail. Je pense qu'il faut qu'on pose la question de la prévoyance, comme ça a été posé par Sybille ce matin, parce que souvent, ces métiers, ce sont des métiers, en plus, il y a la prévoyance obligatoire pour les cadres. Ce n'est pas obligatoire et ça dépend du dialogue professionnel pour les non-cadres. Et pour ces métiers présumés pénibles, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas cette prévention. Et ce que vous avez fait, Audrey, en imaginant que pour les personnes qui reviennent, et finalement leur assurer ces 12 mois de salaire, ça relève quelque part d'une politique de prévoyance. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut véritablement développer parce qu'encore une fois, attractivité et soutenabilité et capacité à recruter sur des métiers qui sont souvent essentiels et à la continuité de la vie économique et de la cohésion sociale, c'est absolument indispensable. Donc voilà pour en tout cas la feuille de route qui nous attend. Merci, tu ne l'as pas dit, mais on est un peu des combattantes sur les métiers des services à la personne et notamment des auxiliaires de vie. Et la question de la sinistralité record et la question de l'absence de prévoyance, malheureusement, cette population-là le subit au quotidien. Et je salue la tribune qu'avait écrite Astrid en ce sens. Permettez-moi de le placer ici. Florence, quelle population ciblée ? Parce qu'on a beaucoup parlé de mesurer et évaluer par rapport à ce que vient de dire notamment Astrid sur la mesure de la... Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur des cibles particulières de population ? Alors effectivement, on pourrait à mon sens mettre en lumière 3 types de populations qui méritent attention et ça quel que soit le secteur, quelle que soit la branche professionnelle. C'est d'abord les seniors, c'est les populations exposées et c'est les populations souffrant de maladies de long terme, on l'a évoqué. Et comme à chaque fois, les dispositifs à mettre en place sont différents selon le type de problématique que l'on adresse. Si on prend les seniors, qui est un sujet complexe, et il n'y a pas de recette miracle, mais il y a 2 angles qui nous semblent intéressants d'explorer. Le premier qui est comment est-ce qu'on maintient l'emploi de ces personnes expérimentées. Et là, c'est quelque chose qui se prend très tôt, comme le disait Astrid, qui doit s'anticiper très tôt dans les parcours de carrière, qui doit faire l'objet de conseils professionnels et d'accompagnement, de soutien éventuellement en matière de reconversion et de travail sur les compétences. Si on prend par exemple la population des ASTEM, on sait que ce sont des personnes qui sont extrêmement exposées physiquement, mal de dos, dans le bruit. Eh bien, comment est-ce qu'on peut imaginer une carrière en 2 temps et le faire extrêmement tôt. Et il y a aussi sur ces populations toute une réflexion sur
cadre de travail, l'ergonomie, l'éclairage, l'usage par exemple de technologies, les exosquelettes. Et puis il y a le deuxième aspect qui est la flexibilité du temps de travail, toute cette réflexion autour de ça, en particulier sur le moment de transition avec la retraite, temps partiel, flexibilité, tout ça associé évidemment à une attention médicale. Sur les populations exposées, alors ça dépend du type d'exposition, mais si on prend par exemple les populations qui sont exposées à l'agressivité, nous, on le voit particulièrement dans les services hospitaliers, toutes les populations qui sont en accueil ou en service après-vente. Eh bien là, ça va plutôt venir dans le domaine de la formation. Formation psychologique, aide à la gestion de situations émotionnelles difficiles, de stress, et pourquoi pas aussi des formations en matière de sécuritaire pour savoir comment agir avec des gestes efficaces quand on est exposé aussi à de la violence physique ou verbale. Bien évidemment, tout ça doit s'inscrire dans un schéma beaucoup plus large de prévention de premier niveau pour éviter que ce type d'incident ne survienne en premier lieu. Mais on sait qu'il y a toujours une probabilité en fait d'exposition malgré tout à ce type de situation. Et puis les maladies long terme, je pense que ça devient aujourd'hui un vrai sujet pour les entreprises. Nous, on a beaucoup travaillé en particulier sur cette question du cancer avec la mise en place d'abord chez Publicis, qui a porté en fait ce combat. Et aujourd'hui, on accompagne nombre d'entreprises françaises dans la mise en place de ces dispositifs. Alors évidemment, il y a tout l'aspect de respect de la donnée médicale, Audrey, et le fait que c'est pas forcément lié aux conditions de travail elles-mêmes, mais là aussi, ce sont des approches globales, en particulier au moment du retour à l'emploi, d'accompagnement global, d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue de carrière. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan, de reclasser ou d'évoluer vers un autre type de rôle, de modifier en fait son rôle. Et tout ça nécessite aussi d'inclure des spécialistes comme des psychologues du travail. Et puis, et ça, c'est nouveau, mais aujourd'hui, ça s'inscrit dans les entreprises qui sont en avance sur ces sujets-là, sur des dispositifs beaucoup plus globaux pour emmener l'ensemble de l'entreprise autour de ces problématiques, parce qu'il y a les personnes affectées elles-mêmes, il y a les aidants dans l'entreprise, il y a les managers qui sont confrontés à ça. Comment est-ce qu'on accompagne les managers, on les sensibilise par rapport à tous ces sujets aussi de discrimination que Audrey évoquait. Et puis, comment est-ce qu'on met en place un cadre de travail flexible, par exemple, pour permettre d'avoir accès au traitement. Donc, voilà 3 exemples de populations exposées. Je pense que c'est transverse à beaucoup d'entreprises publiques, privées. Mais encore une fois, les solutions sont très différentes selon la nature en fait, et la typologie du problème. Merci Florence. Vous parliez de cadre de travail, justement, Audrey. Est-ce que l'organisation du travail, une meilleure organisation du travail, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de prévenir l'usure professionnelle ? Concrètement, toi, tu as 11 000 personnes aujourd'hui dans les usines Sanofi. Je les distingue de la partie R&D, mais enfin voilà, dans un métier posté. Justement, comment on peut clairement décliner une politique, une stratégie de prévention de l'usure professionnelle pour ces publics-là? Je pense que c'est important parce que tout est dans le titre de la table ronde. En fait, c'est sur la prévention. Donc, comment en fait on a une politique là pour le coup qui est centralisée, mais qui doit être aussi équitable. J'ai envie de dire d'un site à l'autre, puisqu'on part du principe que chaque collaborateur doit être protégé de la même façon. Et donc là, on a les 3 niveaux on va être classiques de prévention, primaire, secondaire, tertiaire. Et en fait, on regarde à chaque niveau qu'est-ce qu'on peut faire. Et on peut faire, je suis convaincue, à chaque niveau des actions. Donc sur la prévention primaire, il y a beaucoup de choses que tu viens de citer sur tout l'ergonomie. C'est un basique, mais c'est un fondamental. Ça, bien évidemment, il faut regarder systématiquement ce qu'on peut faire en termes d'ergonomie, et d'autant plus que les espaces techniques, ils varient régulièrement, puisqu'on a la digitalisation aussi des usines. Donc ça va plutôt dans le bon sens. On voit les personnes qui sont les plus impactées, c'est souvent, tu as cité, les postes, les horaires postés, mais c'est aussi des charges lourdes, etc. Donc on regarde l'ergonomie aussi avec les progrès technologiques
de comment on va gagner. Bien évidemment, encore une fois, on promeut l'activité physique. Ça, c'est clé. On est convaincu que sur ces postes-là où il y a des charges, etc., il faut absolument pouvoir faire aussi des échauffements, promouvoir sur les sites, avoir des capacités de faire de l'exercice sur les sites. Donc, on a des sites qui sont équipés aussi en salle de sport pour que les collaborateurs puissent faire l'activité physique sur les sites avec des coachs, etc. On regarde aussi en termes d'anticipation comment des changements d'organisation vont avoir un impact justement sur ce sujet de l'usure professionnelle. Donc en fait, là, il y a des analyses, des outils qui étudient ça. Donc voilà, il faut que ça soit très discipliné, très structuré. Donc on regarde ça et puis on adapte. Donc c'est vrai qu'on a le télétravail, mais on a aussi d'autres outils pour adapter, être sûr qu'on a finalement de temps de récupération suffisamment adapté pour certains postes. Donc bon, ça, c'est de la prévention primaire. Je pense que ça existe dans la plupart des grandes entreprises, et en tout cas sur les sites industriels. Il y a le niveau d'après qui est finalement la prévention secondaire et comment on va dépister assez tôt finalement des premiers signes précoces. Donc là, c'est de la formation managériale, c'est la proximité des managers et c'est de rechercher systématiquement aussi des co-systémiques et de se dire si on observe ça dans un site, aller rapidement sur un autre site et pour pouvoir agir vite. Et le troisième niveau, une fois qu'on est arrivé malheureusement à ces usures professionnelles qui sont effectivement assez bien identifiées, on sait quand même sur quel poste malheureusement on en a plus, et on regarde est-ce qu'on peut faire finalement des reclassements, est-ce qu'on peut faire des congés de fin de carrière, est-ce qu'on peut faire on rentre dans l'accord pénibilité, etc., qu'on peut avoir avec les entreprises. Mais donc l'idée, c'est bien évidemment d'essayer d'agir beaucoup plus et plus vite en amont. Voilà, pour résumer ce qu'on fait dans nos usines. Et c'est ambitieux. Ok, 5 minutes. J'ai une dernière petite question, si je peux me permettre, juste à Madame la députée. Et puis on prendra quelques instants, Myriam, voilà, pour des questions avec la salle. Oui. Je voulais juste faire le lien par rapport à ce que venait de dire justement Audrey. Est-ce qu'une action de reconversion, puisque c'était un des éléments fondamentaux du FIPU, du Fonds d'investissement, est-ce que ça, c'est une bonne mesure de prévention de mesures professionnelles? Et y a-t-il suffisamment de financement, par exemple, pour ce type de mesures? Moi, je pense que l'action de reconversion, c'est précisément la bonne mesure de prévention. Encore faut-il qu'elle n'arrive pas trop tardivement. Et donc, on revient sur la nécessité d'anticiper. Et une fois, et en fonction de la durée d'exposition des métiers qui va varier à l'âge auquel on a commencé, et encore une fois, en fonction des métiers. Parce que travailler dans une usine Sanofi ou travailler comme aide à domicile, c'est des expositions à des risques différents et le rythme d'usure est différent. Et on a aujourd'hui, Florence le disait, on a les données. Donc encore faut-il qu'il y ait la volonté politique, la volonté générale en fait, de pouvoir mesurer, mobiliser ces données pour ensuite en faire quelque chose. Et voilà. Et ensuite, la reconversion, tu as parlé effectivement des dispositifs. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore les transco, etc. Je pense qu'ils sont encore un peu trop compliqués aujourd'hui, d'autant qu'ils sont basés sur le postulat de suppression de postes pour permettre une reconversion. Non, il y a des postes dont on va toujours avoir besoin. Quand vous parlez à la patronne des ressources humaines groupe de Veolia, elle va toujours avoir besoin d'égoutiers et de reapers. C'est pas des postes qui vont être supprimés. Et donc, comment on fait pour que ces personnes, au-delà d'une durée d'exposition, vont aller vers d'autres métiers, apprendre d'autres compétences, parce qu'on va avoir besoin de nouvelles générations de reapers ou d'égoutiers. Merci beaucoup. Alors là-bas, nous avons une question. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'une réflexion a été menée pour mettre un management plus humain dans les entreprises, valoriser certains métiers, aussi bien sur les salaires? Qui veut répondre? Donc ça... Alors, je peux peut-être dire un truc, c'est qu'il y a une étude super intéressante de la fondation, de la chaire, toujours, de Jean-Hervé Lorenzi, qui montre que, donc pas simplement en France, mais au niveau européen, à partir des travaux de la fondation de Dublin, qui mesure en fait les conditions de travail des 27 pays, et qui montre que l'absence de satisfaction au travail diminue la chance de se maintenir au travail de 29%.
La santé mentale diminue la chance de se maintenir au travail de 8%. La santé physique diminue cette chance de 4%. Et la formation professionnelle, à contrario, l'augmente de 5%. Et quand on parle de l'absence de satisfaction au travail, ça concerne effectivement beaucoup des sujets de management, d'écoute professionnelle, de reconnaissance, d'organisation, de maîtrise des plannings, vous en avez parlé. Et donc, je pense que ce sont des sujets absolument essentiels. Et on voit effectivement, là, étude, et là, c'est plutôt la femme d'entreprise qui en parle, en plus ayant dirigé une entreprise européenne, on a une culture française souvent assez directive, assez top-down par rapport à des pays d'Europe du Nord ou même Allemagne où on a plus une culture directive, mais même plus participative. On le voit même sur des sujets de lean management ou d'autres choses. Donc très 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 clairement, oui, il y a un impact entre la qualité du management et la capacité à se maintenir dans un emploi, et j'ai envie de dire à tout âge, mais en particulier pour les seniors, comme l'a montré cette étude il y a quelques mois de la chaire pilotée par Jean-Hervé Lorenzi. Merci. Jean-Hervé est là. Ah Est-ce qu'il y a d'autres... Je vous en prie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Nadia Inouda, Horizon Associé, promoteur, on est très largement dans la promotion des cadres seniors dans l'emploi. Et moi, j'avais une question pour les deux acteurs économiques, vous y compris, Madame El Khomri, mais vous êtes modérateur, qui sont dans la salle. J'avais une question, et pour moi, je me posais la question de savoir, selon vous, pour continuer le débat, quelle est la vraie raison de l'échec de ces mises en place, et du vote aussi, de ces politiques publiques qui ont pour but justement de valoriser, de promouvoir la santé au travail. Vous avez parlé Madame le député parlait d'un manque de volonté politique. Y a-t-il des facteurs, des raisons plus profondes ? Florence, vous voulez Audrey qui se lance? Je peux peut-être commencer, mais je pense qu'on a longtemps cloisonné l'entreprise et ces sujets-là, puisque finalement la santé, c'était du domaine du privé, et puis le travail restait dans l'environnement professionnel. On a vu aussi que la période Covid a ramené le travail à la maison, et les mentalités ont évolué, on a mis ce télétravail, etc. Donc le cloisonnement a peut-être pas aidé. Je pense qu'il y a aussi une maturité, on voit la France par rapport à d'autres pays où effectivement on voit qu'on n'est peut-être pas tous en avance sur ces sujets-là. Alors je suis peut-être d'un naturel trop optimiste, mais je trouve que ça évolue plutôt vite. Après, je vous avais cité, c'est vrai, le côté complexité de certaines mesures. Je pense que quand on est dans une entreprise, on a déjà beaucoup de sujets à traiter, donc tout ce qui est compliqué va ralentir en tout cas l'application. Moi, je pense qu'on va quand même dans la bonne direction. C'est plutôt est-ce qu'on peut accélérer finalement maintenant. Et je pense que la simplification serait pour moi en tout cas un fort levier pour accélérer. Alors moi, je ne vais pas commenter le vote et la dimension politique, mais d'un point de vue de l'entreprise, moi je vois effectivement, comme Audrey, une accélération assez majeure en fait des modes de pensée ces dernières années, à la fois parce qu'il y a l'argument économique. Aujourd'hui, on ne peut plus se priver de talent, et le talent, c'est pas forcément les jeunes générations, de talent dans l'environnement actuel. Le deuxième aspect, c'est celui de la transmission. Et je pense qu'avec l'IA, ça va devenir encore plus un sujet, puisque l'IA va probablement avoir un impact sur des métiers qui sont peut-être plus des métiers en début de parcours de carrière. Et donc, tous ces métiers de sachant et de savoir-faire vont être encore plus précieux pour l'entreprise que jamais. Je déjeunais il y a 2 jours avec le DRH d'un des plus grands groupes en fait, de BTP en France. Et donc, eux réfléchissent à la mise en place en fait de dispositifs où les seniors peuvent accompagner et dans un mode de compagnonnage les plus jeunes au travers de mise en place de dispositifs légaux, de conseils, etc. Donc le sujet d'accompagnement. Et puis le troisième sujet, c'est l'évolution des représentations. Je pense que la représentation dans la société, dans l'entreprise de ce que c'est un senior a fondamentalement évolué ces dernières années.